À l'instant où mes doigts ont effleuré la couverture, une vague de terreur pure m'a traversé. Mon ami se mariait et la cérémonie était prévue pour le samedi, mais je devais passer le week-end chez ma mère. Le jeudi soir, je faisais mes valises pour le voyage. Je me suis couché tôt pour me préparer à la longue route. Vers 2 heures du matin le vendredi, je me suis réveillé avec la pire douleur d'estomac de ma vie. Je transpirais et tremblais, je me sentais plus mal que jamais. J'ai essayé de me rendormir en espérant que ça passerait pour le trajet, mais je suis resté roulé en boule sans fermer l'œil de la nuit. Le matin, mon ventre me faisait toujours autant souffrir, alors j'ai pris une douche et tenté de me recoucher pour reporter le départ au jour du mariage. D'habitude je suis un dormeur léger, mais là je suis tombé dans un sommeil profond comme jamais. Je me suis réveillé vers 18h le vendredi soir, sans la moindre douleur. J'ai regardé mon téléphone et j'avais un message d'un ami de ma première année d'université. Il m'apprenait qu'un de nos amis mutuels très proches était mort d'une overdose tôt ce vendredi matin. Je n'ai pas pu aller au mariage, j'étais complètement KO, mais j'ai appelé mon ami et on a évoqué des souvenirs. Je lui ai raconté ma douleur d'estomac et mon insomnie. Il n'a pas répondu tout de suite, puis après un silence il m'a dit qu'il avait eu exactement la même chose cette nuit-là, une douleur qui l'avait empêché de dormir jusqu'au matin, pile au moment où notre ami est parti. On a continué à parler tard dans la nuit, et il m'a avoué que notre ami décédé nous avait envoyé un dernier message groupé vers minuit, une blague idiote sur le mariage à venir, comme s'il voulait nous réunir une dernière fois dans l'esprit. Le lendemain, au lieu d'assister à la cérémonie, je suis allé directement à l'université où on avait tous passé nos premières années folles. Là-bas, j'ai croisé un autre pote du groupe qui nous a rejoints avec une bouteille de whisky, celle que notre ami défunt gardait précieusement depuis nos soirées étudiantes. On s'est assis sur les marches du vieux bâtiment où on avait fêté nos examens, et on a trinqué à sa mémoire en riant des bêtises qu'il nous faisait faire, comme cette fois où il avait convaincu tout le monde de camper illégalement sur le toit pour voir les étoiles filantes. Soudain, mon téléphone a vibré. C'était le marié, mon ami du mariage, qui annulait la réception du soir pour cause de deuil. Il avait appris la nouvelle et voulait qu'on se retrouve tous au cimetière du coin, là où notre ami avait dit un jour qu'il aimerait être enterré sous un arbre pour veiller sur les vivants. Arrivé sur place, on a vu que la famille avait déjà choisi cet arbre précis. Personne n'avait su pour sa confidence, mais on s'est regardé en sachant que c'était un signe. La nuit tombait quand un orage a éclaté, et au milieu des éclairs, on a juré de créer un fonds pour aider les jeunes en galère comme lui, avec l'argent qu'on mettrait tous ensemble chaque anniversaire. Depuis ce jour, chaque fois que je sens une douleur au ventre la nuit, je pense à lui et je sais qu'il nous surveille encore. Je crois que la maison dans laquelle j'ai grandi était hantée. Il s'y passait des choses étranges qu'aucun de nous ne peut expliquer. On pourrait mettre ça sur le compte de l'imagination qui s'emballe, mais j'en doute fort. La première histoire vient de ma mère. Ma mère fabriquait des décorations de jardin en bois qu'elle vendait quand mes frères et sœurs et moi étions petits. Une nuit, vers 1h du matin, elle terminait un de ses projets quand ma sœur, qui avait 3 ou 4 ans, s'est réveillée et est descendue aux toilettes. Tout ce que ma mère a entendu derrière elle, c'est « Maman, qui est cet homme dans le coin ?» Elle s'est retournée vers le coin et il n'y avait personne. Celle-ci pourrait être imaginaire, puisque ma sœur était très jeune et les ombres font peur aux enfants. La suivante m'est arrivée personnellement et pourrait aussi provenir de mon imagination, mais j'en doute sérieusement. J'avais environ 5 ans. Ma sœur avait reçu des maracas en jouet, je ne sais ni comment ni pourquoi. Ils étaient très bruyants et le moindre mouvement les faisait claquer. Ma chambre était communicante avec la leur. Une nuit, j'avais du mal à m'endormir, c'était fréquent chez moi quand j'étais petit, quand j'ai entendu les maracas claquer légèrement. Ça m'a perturbé et j'ai murmuré les prénoms de mes sœurs pour voir si elles étaient réveillées. Pas de réponse. Je n'ai plus rien entendu, alors j'ai repris mes efforts pour dormir. Quelques minutes plus tard, je les ai entendus à nouveau, plus forts et plus nets, comme si quelqu'un les avait pris en main. Je me suis levé et j'ai regardé dans leur chambre, mais je n'ai vu personne près de la boîte à jouets. Puis je les ai entendus encore, clairement venant de la boîte.
Je m'en suis approché pour vérifier et j'ai vu les maracas posés bien en évidence par-dessus tous les autres jouets. Ils n'avaient pas bougé de l'endroit où nous les avions laissés. J'ai filé à toute vitesse dans ma chambre et je me suis caché la tête sous les couvertures, parce que les fantômes me terrifiaient. Enfin, une dernière histoire vient d'un pote dont un collègue de travail habite maintenant dans la maison où j'ai grandi. Ce type a dit qu'il entendait des voix dans la maison, qu'il ressentait une présence de temps en temps quand sa femme n'était pas là, et qu'il avait vu une personne ombre au pied de son lit. Je ne peux pas être sûr que c'est exactement ce que le collègue pense avoir vu, parce que le téléphone arabe déforme tout, mais je sais en revanche qu'il habite bien cette maison. Mon pote me l'a montré un jour, et ensuite il a découvert que c'était celle de mon enfance. Il y a 2 étés de cela, mon meilleur ami et moi avons fait un road trip pour randonner et camper dans le parc national olympique, le parc national du Mont Rainier et visiter le Mont Saint-Hélan. Nous sommes des randonneurs expérimentés en sac à dos. Après 2 nuits dans le parc olympique, nous avons décidé de faire plus de 24 km de randonnée en une journée pour avoir plus de lumière du jour au Mont Rainier. Nous devions quand même dormir sur le chemin, mais nous y arriverions tôt le matin plutôt qu'en début de soirée comme prévu initialement. En sortant du parc olympique, nous avons traversé des terres gérées par le Bureau of Land Management, où l'on peut faire du camping dispersé. Cela signifie qu'on s'arrête sur une route de service, qu'on applique la philosophie du ne pas laisser de traces et qu'on ne paie aucun frais. Après plus de 24 km, plusieurs heures de conduite et une somnolence générale apaisée par la nature, nous décidons de nous arrêter pour camper. Nous avons raté quelques options à cause de la conduite en montagne, mais nous en choisissons enfin une. Nous descendons plus loin et nous remarquons à quel point nous avons eu de la chance. C'était une route de gravier, mais elle ne menait pas à une cabane ni n'était déjà occupée par des campeurs. On aurait dit une ancienne route forestière d'exploitation du bois. Nous nous garons sur le côté et le soleil commence à se coucher. D'habitude, nous serions bien plus avancés dans l'installation du camp, alors nous débattons de savoir si nous devrions simplement passer une nuit inconfortable et dormir dans la voiture. Nous finissons par nous y résoudre, nous préparons le dîner, nous nettoyons, nous vidons la voiture et nous nous installons confortablement pile au moment où il faut sortir les lampes frontales. Mais quelque chose cloche depuis notre arrivée. Les poils de ma nuque se hérissent, il fait un silence absolu. Pas d'oiseaux, pas de rivière, pas de bruissement d'arbres. C'était comme si nous étions dans une bulle, car nous voyions les arbres bouger mais nous ne les entendions pas. Les seuls animaux aux alentours étaient ces horribles mouches piqueuses. Mon meilleur ami s'endort profondément. Je ne cherche pas à en rajouter, nous étions tous les deux épuisés. Mais je n'arrive pas à dormir, je suis terrifié. Des heures passent et je pleure, recroquevillé en position fétale, enfoui dans mon sac de couchage. À un moment, j'ai envisagé une 12aine de fois de la réveiller pour qu'on fiche le camp d'ici, mais j'ai cette image en tête de créatures encerclant la voiture. Il y avait ce sentiment écrasant que si je les regardais, elles nous tueraient. Je ne suis pas superstitieux, mais en tant que scientifique, je sais que les humains ne connaissent pas tout. J'ai vécu des situations proches de la mort, et ce sentiment était le plus proche que j'ai jamais été de « je vais mourir ». J'ai campé et randonné au milieu de nulle part pendant des semaines entières sans jamais avoir aussi peur. J'ai littéralement été en contact avec des ours, des cougars, des voleurs, des bagarres de gangs, et je n'ai jamais ressenti une telle terreur. Après des heures à rester allongé là, terrifié, trempé de sueur, le soleil se lève enfin. Je n'ai pas dormi, tandis que mon meilleur ami a dormi par intermittence. Dès que la lumière est apparue, je me suis senti en sécurité. Je l'ai réveillée et j'ai exigé qu'on parte. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vu dans un état pareil, et ça en dit long. Je n'ai jamais ressenti ça avant ni après, mais je ne remettrai jamais les pieds dans cette partie de la forêt. J'en fais encore des cauchemars. Quand j'avais 10 ou 11 ans, je jouais encore beaucoup dehors, souvent avec mon ami R qui habitait un peu plus loin dans la rue. À l'époque, aucun de nous n'avait de téléphone portable, alors j'allais simplement chez lui et je sonnais à la porte, en espérant qu'il soit là. Si personne ne venait ouvrir, j'avais l'habitude de regarder par la fente à lettres pour vérifier si la maison était vide. La famille de R avait une habitude inhabituelle,
probablement inconsciente, il laissait toujours la porte du salon entr'ouverte quand il sortait. Durant les centaines de fois où j'ai regardé par cette fente quand il n'était pas là, cette porte était systématiquement entr'ouverte, sans exception, sauf cette fois dont je vais vous parler. Un jour, j'ai sonné et personne n'est venu ouvrir. Comme d'habitude, j'ai regardé par la fente et j'ai constaté que la porte du salon était fermée. Comme il faisait chaud, j'ai pensé qu'il était peut-être dans le jardin à l'arrière et n'avait pas entendu la sonnette. J'ai donc regardé par la fenêtre de la cuisine, juste à côté de la porte d'entrée. La maison de R était agencée de telle façon que, depuis la cuisine, on pouvait voir la table de la salle à manger, le salon et tout au fond le jardin. À ma surprise, j'ai vu la grande sœur de R, J, assise à la table de la salle à manger, devant son ordinateur portable, le dos tourné vers moi. J'ai tapé à la fenêtre et j'ai crié son prénom, mais elle n'a pas réagi. J'ai pensé qu'elle écoutait peut-être de la musique, alors j'ai sonné à nouveau, beaucoup plus longtemps. Toujours pas de réponse. Je suis retourné à la fenêtre, elle était toujours là, exactement dans la même position. J'ai frappé beaucoup plus fort et plus longtemps à la vitre en hurlant son prénom, mais J ne bougeait pas du tout. J'ai sonné plusieurs fois encore, mais quand j'ai vu qu'elle restait immobile, je me suis inquiété. Je l'ai observée plus attentivement et, après l'avoir fixée pendant ce qui m'a semblé des minutes, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle n'avait pas bougé d'un seul muscle. Malgré la lumière du soleil, j'étais presque certain que l'écran de l'ordinateur était éteint. Un bras pendait inerte le long de son corps, l'autre reposait sur la souris sans bouger. Elle était comme une statue. J'étais quasiment sûr qu'elle ne respirait même pas. Malgré mon malaise, je suis retourné une dernière fois à la fente à lettres et j'ai crié son prénom le plus fort possible. Juste après, j'ai entendu un bruit de chute à l'intérieur. Je suis revenu à la fenêtre, envahi par une angoisse extrême, et je l'ai vu debout cette fois, toujours dos à moi. L'ordinateur avait disparu. À ce moment-là, je savais que quelque chose clochait gravement. J'allais me retourner pour partir quand J a commencé lentement à se tourner vers moi. Ce n'était pas J. La personne portait les mêmes vêtements qu'elle, avait la même silhouette et les mêmes cheveux, mais ce n'était pas elle. Un visage que je n'avais jamais vu avant et que je n'ai jamais revu depuis m'a fixé droit dans les yeux. Le regard était furieux. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, puis la chose s'est brusquement détournée et a couru vers ce qui ne pouvait être que le couloir. J'ai commencé à reculer quand quelque chose a violemment cogné contre la porte d'entrée de l'intérieur. J'ai même vu la porte trembler sous le choc. Inutile de dire que j'ai déguerpi à toutes jambes. Au début, j'ai pensé que R et peut-être un cousin m'avaient fait une blague. C'était la seule explication rationnelle que je trouvais. Quand je lui en ai parlé le lendemain, il m'a regardé d'un air perplexe. Après que je lui ai tout expliqué, il a ri et m'a dit que lui et sa famille étaient absents ce jour-là et que j'inventais tout pour lui faire peur. Peu importe combien de fois je le lui raconte, il ne me croit toujours pas, ni le reste de sa famille. Ça ne s'est plus jamais reproduit non plus. J'y repense souvent et, quoi que j'essaie, je ne trouve aucune explication logique et rationnelle à ce qui s'est passé ce jour-là. Tout était bien trop réel pour que ce soit un rêve. La seule conclusion à laquelle j'arrive, c'est que j'ai été témoin de quelque chose de paranormal, et je l'ai accepté comme tel. J'espère simplement ne plus jamais vivre une chose pareille. J'ai grandi dans une ferme construite dans les années 1800, un peu à l'écart des routes principales. Plusieurs personnes y étaient décédées au fil du temps. Comme on peut l'imaginer, il y avait des phénomènes de hantise. En général, c'était entendre des pas dans l'escalier quand on était seul à la maison. Des coups frappés à la porte de la salle de bain alors que personne n'était à l'étage. Des appareils qui s'éteignaient tout seuls. Des petites choses que ma famille et moi remarquions, mais qui ne nous effrayaient jamais parce qu'elles étaient inoffensives. Nous avons simplement accepté que nous avions un fantôme et nous l'avons appelé Georges. À chaque fois que quelque chose se produisait, nous disions que Georges était encore dans les parages. Puis j'ai quitté la maison et je me suis marié. Un peu plus tard, mon mari et moi rendions visite à ma famille. Cette nuit-là, nous nous sommes endormis en bas, dans le salon. Moi dans un fauteuil, et mon mari sur le canapé.
Vers 5 heures du matin, je me réveille avec la sensation que quelqu'un m'observe. Je n'avais pas encore ouvert les yeux et j'étais terrifié à l'idée de le faire. J'avais l'intime conviction que ce qui m'observait n'était pas quelque chose que je voulais voir. J'ouvre lentement les yeux et, à mon horreur, je vois un homme. Il portait une chemise à carreaux, un jean et des bottes de travail. Il était comme luminescent ou transparent. Et il me fixait droit dans les yeux. Il me regardait de haut. J'ai immédiatement senti qu'il ne voulait pas de moi là. Son visage exprimait clairement que j'étais inférieur à lui. J'étais si effrayé que j'ai refermé les yeux en me disant qu'il n'était pas là, que c'était juste parce que je me réveillais. Quand je rouvrirais les yeux, il aurait disparu. J'avais en partie raison. Quand je les ai rouverts, il n'était plus qu'une tête flottante avec une expression de dégoût sur le visage. Je me suis précipité vers l'interrupteur et j'ai allumé la lumière. Je me suis tourné vers l'endroit où il se tenait et il avait disparu. J'ai réveillé mon mari et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il ne m'a pas cru, mais il est monté se coucher avec moi pour me calmer. Après cela, je n'ai plus jamais vu Georges et je me suis bien gardé de dormir dans le salon. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.